forestier. Climat, plantation, société, quelle forêt demain pour répondre aux défis? Le titre en lui-même est porteur de plein d'interrogations. On va tenter de répondre à quelques-unes de ces interrogations à travers deux thèmes qu'on va balayer derrière avec les intervenants que je vais tout à l'heure, ils vont se présenter. Juste pour démarrer, 3 incendies de forêt dans les Vosges depuis quelques semaines. En 10 ans, la mortalité des arbres a progressé de 54%. En 2022, 38% des plants, c'est-à-dire plus d'un plant sur 3, n'ont pas survécu. Et la forêt du Grand Est est devenue émettrice de CO2, et ça débouche sur un titre du Monde de mardi 13, parce que les faits sont évidents. La forêt française sous le feu du réchauffement. On voit bien qu'il y a là une vraie problématique avec ses conséquences. Sur ce constat que l'on va ensuite analyser, je vais proposer à chacun d'entre vous de se présenter pour que l'on comprenne. Alors, on va démarrer avec vous, Jean-François Dott. Donc, je suis chercheur INRAE à Orléans, dans une unité de génétique et physiologie. Ma spécialité, c'est la modélisation appliquée à la sylviculture, aux sciences du bois, au décryptage des crises sanitaires et à la gestion intégrée du carbone et de la biodiversité forestière. Voilà mon cursus. De Jean-François Dott. Lionel Say. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Lionel Say. Je dirige CFBL Coopérative Forestière et nous gérons des forêts sur les régions Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Donc notre métier, c'est la gestion de forêts. Sur quelle surface? Juste quoi? Alors nous gérons 150 000 hectares et nous gérons les forêts pour nos adhérents qui sont des propriétaires forestiers, 15 500 propriétaires forestiers. Donc moyenne de 10 hectares. Oui, nous avons des tout petits propriétaires et des grands propriétaires, des moyens, enfin toutes sortes de propriétaires. Oui, bonjour, je suis Hervé Le Boulaire. Alors d'abord, message personnel, bonjour à la famille charolaise qui est présente dans la salle. Oh donc bah voilà, non, mais... ça c'est fait. Je suis forestier, je fête cette année mes 50 ans de métier et je suis aujourd'hui conseiller forestier de l'Institut de France, donc les académies pour la forêt de Chantilly et 6500 hectares. Et je suis par ailleurs un petit peu auteur, écrivain sur la forêt. D'un ouvrage. Bonjour, Amélie Castro. Moi, je suis ingénieure forestier au Centre national de la propriété forestière, un établissement public qui a pour mission le développement de la gestion durable des forêts privées. Et je suis basée au CNPF Nouvelle-Aquitaine et plus précisément à Bordeaux. Et on finit ce tour. Donc Sylvain Angeran, je suis également ingénieur forestier et je suis le coordinateur des campagnes de Canopée Forêt Vivante, qui est une jeune association qui a 5 ans, qui rassemble aujourd'hui, on a 300 000 sympathisants, 3 000 adhérents directs, là, depuis un mois. On a lancé une campagne d'adhésion. Et on travaille aussi bien sur les forêts françaises que sur les forêts tropicales. Pour nous, notre levier d'action, c'est d'essayer de faire changer les lois pour encourager les bonnes pratiques et puis progressivement arriver à faire évoluer les mauvaises pratiques. Alors, il y a 2 micros, donc on va repasser celui-là à Lionel Say. Alors, première thématique, comment le forestier doit-il agir pour que les forêts existent encore en 2100? Parce qu'on sait que la forêt, c'est forcément du temps long. Lionel Say, c'est à vous. Le point important. Oui, alors je voudrais mettre cette question un peu en perspective. D'abord, quel est le rôle du forestier? Le forestier a un rôle par rapport à la société. Comme l'agriculteur est chargé de nourrir la nation, le forestier a en charge la fourniture de bois pour les besoins essentiels de la nation. J'ai parlé du bois de construction, du bois pour l'ameublement, du bois pour le papier, du bois pour l'énergie. Donc ça, c'est fondamental, c'est
un des rôles essentiels du forestier. Et donc, pour ce faire, le forestier fait en sorte d'avoir une forêt en bonne santé qui pousse. Et ça, c'est un rôle extrêmement important. Le deuxième rôle tout aussi important, c'est que le forestier agit sur le vivant et qu'il a un rôle par rapport à la biodiversité qu'il doit préserver. Il a un rôle également par rapport à la filtration de l'air, un rôle par rapport à la filtration de l'eau et un rôle par rapport au carbone. Et tous ces aspects-là ne peuvent se faire que si on a une forêt qui pousse, qui est vivante, qui est dynamique. Donc ça, c'est important de poser cette question, cette chose-là. Cet objectif-là. Cet objectif-là. D'autre part, toute cette biodiversité, ces services écosystémiques de la forêt ne peuvent être rendus que s'il y a de la forêt. Vous comprenez bien que s'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de production de bois, mais il n'y a pas de production de services écosystémiques, de filtration de l'air, de l'eau, de biodiversité forestière, s'il n'y a pas de forêt. Donc, ceci posé, c'est important de voir à quel moment on se trouve. Aujourd'hui, on se trouve à un moment où on a un changement climatique qui est sans précédent. Et la forêt, qui était, et vous l'avez cité, qui était très fortement, qui nous aidait à lutter contre le changement climatique, est elle-même victime du changement climatique. Alors, je vais juste vous donner quelques chiffres, très peu de chiffres. Si on voit que le changement climatique, la trajectoire actuelle, elle est de 4 degrés en 2100, ça veut dire que par rapport au précédent changement climatique, qui était de 0,5 degrés en 10 000 ans, ça veut dire que ce changement climatique va 80 fois plus vite, je répète, 80 fois plus vite que lors des changements climatiques précédents. Et du coup, eh bien, on a une forêt qui souffre, on a une forêt qui dépérit. Alors, je vais donner quelques exemples extrêmement concrets que vous avez tous vécus. C'est l'épicéa dans le Grand Quart Nord-Est et en Bourgogne-Franche-Comté, où des milliers, 60 000 hectares d'épicéa ont disparu, ont été, pour une très grosse partie, perdus parce qu'ils ont été plus bons, et les peuples plus bons pour l'industrie, et où ils ont été déclassés, plus bons pour la construction, et c'était une catastrophe écologique et une catastrophe financière. Mais je vais citer d'autres exemples. Je vais citer également le hêtre qui est en Bourgogne-Franche-Comté, chez nous, est en train de souffrir de façon catastrophique et on voit des peuplements entiers qui sont en train de disparaître. Je vais citer aussi, parce que j'étais dans le département du Rhône en début de semaine, le sapin pectiné dans les peuplements mélangés Douglas-sapin. Vous voyez le sapin pectiné qui est en train de mourir. Je vais citer, je suis passé pour venir à Euroforest par le département d'Allier, le chêne qui souffre terriblement, et ce n'est pas que le pédonculé, c'est aussi le chêne Sicile. Donc on est à un moment où la forêt souffre. Et si on ne fait rien, la forêt risque de disparaître. L'autre élément fondamental, que vous connaissez tous, c'est que l'arbre a des racines. Et donc il ne peut pas avoir le même mécanisme d'adaptation climatique que les animaux, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se déplacer. Et donc les seuls moyens qui lui restent pour s'adapter, puisqu'il ne peut pas se déplacer lui-même, c'est l'adaptation génétique. Et l'adaptation génétique est quelque chose qui est important. Il y a des recherches génétiques qui sont en cours, etc. Mais l'arbre a un cycle très long, et quand le cycle est long, l'adaptation génétique est plus longue. Je prendrai toujours cet exemple de la drosera. Non, mais simplement pour renforcer ce que vous dites, c'est que cette adaptabilité génétique, elle est beaucoup moins rapide que l'évolution de la forêt. Absolument. Et les drosera, les mouches s'adaptent très très vite.
parce qu'il y a plusieurs générations dans l'année. La forêt, ça met 50, ça met 100 ans, ça met 150 ans. Donc là, l'adaptation génétique met du temps. L'autre moyen, c'est la migration qui est assurée par la nature. Et le plus bel exemple, c'est le jet qui transporte les glands du chêne et qui ont permis, lors du précédent réchauffement, au chêne de reconquérir le monde. Simplement, l'évolution est tellement rapide que les phénomènes naturels sont trop lents par rapport à ce changement climatique. Et notre rôle, à nous forestiers, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la forêt demain, qu'il y ait de la forêt demain pour nos enfants, qu'il y ait de la forêt demain pour nos petits-enfants. Parce qu'avec la vitesse du changement climatique, si on ne fait rien, il n'y aura plus de forêt. Alors, pour répondre à votre question, comment le forestier doit-il agir pour qu'il existe de la forêt? À ce niveau-là, je vais vous décevoir, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'idée préconçue. La première des choses, c'est le diagnostic forestier. Et là, le diagnostic forestier devient beaucoup plus difficile qu'il n'était autrefois. Autrefois, on regardait le sol, on regardait les arbres autour, et puis on disait, tiens, le chêne pousse, plantons du chêne, ou le Douglas pousse, plantons du Douglas, et puis roule ma poule, c'est bon. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe, parce que le forestier doit non seulement faire l'étude de station classique, mais il doit se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire savoir quelles vont être les essences qui vont être adaptées dans 5, dans 10 ans, surtout dans 50 ans, dans 60 ans. Oui, alors, voilà. Il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'il n'y a pas une forêt française. Il y a des forêts qui sont très différentes les unes des autres, et les solutions à mettre en œuvre ne sont pas les mêmes. Exactement, d'où l'intérêt du diagnostic. Alors, dans le diagnostic, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des outils scientifiques. Vous les connaissez tous, c'est BioClimSol, c'est Climessence, c'est tous les outils scientifiques qui sont à la disposition. C'est Archi, c'est tous les dispositifs scientifiques qui sont à la disposition des forestiers. Une des choses qu'on utilise de plus en plus, c'est parce qu'on parle du climat, mais c'est aussi la réserve en eau utile du sol. Parce qu'on sait qu'il va y avoir une évapotranspiration de plus en plus importante et que même à précipitation égale, on va avoir un déficit de plus en plus important. Alors, une fois que le diagnostic est posé, après, le forestier adapte ses techniques et ses pratiques à la réalité. À la réalité, au terrain. Et cette pratique, elle se fait, je dirais, à tout niveau. Faut-il conserver les essences en place? Si elles sont dépérissantes, certainement pas. Faut-il, et dans ces cas-là, quelle essence on implante? Et comment on va planter? Et comment on les implante? Quelle technique de coupe on utilise? Dans les techniques de coupe, on peut avoir la futée régulière, qui a le gros avantage de conserver le couvert continu, qui a le gros inconvénient de rendre plus difficile la substitution d'essence. On peut faire des coupes rases, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que le couvert, l'ambiance forestière disparaît, mais les substitutions d'essence sont beaucoup plus faciles pour avoir des essences adaptées au changement climatique. Et puis, il y a les solutions. Le forestier va à chaque fois trouver la bonne solution. Probablement que sur les coupes rases, on va réduire la taille pour conserver cette ambiance forestière et de façon à faire ces changements d'essence. Ensuite, il y a la protection du sol. Ensuite, il y a les changements d'essence. Ensuite, il y a la façon dont on fait les coupes rases, la façon dont on fait les coupes, la préservation des arbres habitats, des îlots de vieillissement pour conserver une certaine biodiversité. Donc, comme vous le disiez, monsieur, il n'y a pas de solution préétablie. Unique et universelle, quoi, c'est ça. C'est exactement ça. Le rôle du forestier, c'est de se projeter en avant. C'est de savoir comment est-ce qu'on va faire pour qu'il y ait de la forêt dans 50 ans. Pas de dogme,
on cherche le diagnostic, et une fois que le diagnostic est posé, on va trouver la meilleure solution pour faire en sorte qu'il y ait de la forêt. Vous passez le micro à Jean-François Dott. Sur cette thématique-là, comment agir dans la forêt, vous, de votre rôle, de votre position, comment vous voyez quelques pistes du futur? C'est bon, c'était toujours prêt. Donc, je crois la première recommandation, c'est d'accélérer le cycle sylvicole. Ça, c'est lié à la longueur des révolutions, à la grosseur des arbres objectifs qu'on se donne en fin de cycle forestier. Ce cycle forestier actuellement en France, il est majoritairement long. Et c'est une spécificité de notre pays. Il faut aujourd'hui l'accélérer pour plusieurs raisons. D'une part, une grande partie des risques liés au climat s'aggravent dans les stades âgés et avec les arbres de gros diamètre. Je ne détaille pas. Un deuxième aspect, c'est sécuriser l'actif carbone des forêts. Cet actif carbone, il repose en partie dans les bénéfices de substitution qui sont liés au fait d'utiliser des produits bois plutôt que des produits concurrents qui émettent plus de gaz à effet de serre, mais il repose aussi dans le stock qui est en forêt, dans les sols et la biomasse. Et aujourd'hui, le risque sanitaire fait peser un aléa très important sur la maintenance de ce stock en forêt. On dit que le climat se méditerranéise. Je pense qu'une des conséquences, ça va être qu'on devra s'habituer à aller vers des stocks forestiers, non pas plus élevés que ce qu'on connaît aujourd'hui, mais plus faibles. Et il faut pour ça un atterrissage programmé, fait en bon ordre. Ça suppose un raccourcissement des révolutions forestières, pour donner un ordre d'idée. Du hêtre ou du sapin, qui sont aujourd'hui menés à 130 ans, il faut envisager 70. Pour le chêne, il faut descendre à 120. Le Douglas, il faut descendre à 50. C'est pour donner un peu un ordre d'idée. Vous voyez très bien que diviser par 2 l'âge d'exploitabilité, ça veut dire au minimum doubler le taux de renouvellement. Ça veut dire qu'il y aura dans les forêts beaucoup plus de piles de bois, beaucoup plus de surfaces mises en régénération. C'est inévitable et ça a aussi des bénéfices génétiques. Nos collègues généticiens ont montré que pour le chêne, qui a une essence à très longue durée de vie, on a encore dans nos forêts des patrimoines génétiques qui datent du petit âge glaciaire. Aujourd'hui, on a besoin de faire marcher beaucoup plus vite la machine évolutive, sélectionner très rapidement les patrimoines génétiques qui sont plus adaptés à la résistance à la sécheresse. Un deuxième série de recommandations. Lorsqu'on renouvelle la forêt, il n'y a pas seulement le changement d'espèce. On ne va pas renoncer complètement à la régénération naturelle. On en a besoin, ne serait-ce que pour mesurer in situ les capacités d'évolution de notre patrimoine génétique forestier. On ne va pas donc l'abandonner. En revanche, il faut le compléter par toute une série d'options qui reposent toutes sur la plantation. Sur l'intervention de l'homme, quoi. Alors, il y a forestier. une légère variante, c'est faire tourner plus vite les mêmes espèces. On peut imaginer, par exemple, dans une forêt de chêne, de réserver une parcelle à cycle très court, 50 ans par exemple, uniquement pour accélérer le mécanisme de sélection spontanée. Mais on peut imaginer de planter des provenances de chênes plus préadaptées à la sécheresse que celle qui est en place. On peut aussi planter des chênes interfertiles d'autres espèces du même complexe d'espèces qui vont être capables de s'hybrider avec nos chênes en place. On peut aussi planter des espèces qui sont déjà acclimatées dans nos territoires, mais peut-être dans d'autres régions ou dans d'autres stations, et qui peuvent être utilisées en diversification de massifs. Et puis, enfin, on peut essayer de nouvelles essences exotiques qui viennent d'autres régions du monde, pas seulement le pourtour méditerranéen, même s'il y contribue évidemment, les espèces turques, les espèces d'Afrique du Nord, les espèces du sud de la péninsule ibérique, par exemple, mais il y a des solutions qui peuvent venir d'autres continents et qui doivent être utilisées. Il n'y a pas à avoir peur de ça. Nous avons acclimaté des tas d'espèces dans nos territoires depuis des millénaires. On n'a pas provoqué de catastrophe écologique avec ces acclimatations. Si on n'avait pas les patates, les tomates et les aubergines, je ne sais pas ce qu'on aurait aujourd'hui dans nos assiettes. Bien. Et donc, je crois que j'ai dit 2 pistes. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole. Voilà. Alors, Hervé Le Boulaert, vous-même, dans la forêt de Chantilly, comment vous procédez pour permettre à cette forêt qui a un rôle important, un rôle quasi historique, de se renouveler, d'être plus résiliente? Alors déjà, je vais revenir 10 ans, 15 ans peut-être en arrière, où Jean-François Dott est devenu mon directeur de recherche pour travailler sur les modèles qui permettaient
ou qui aurait pu permettre de prévoir comment les essences allaient répondre au changement climatique. Ça a donné Climessence. Et à l'époque, on était dans différentes hypothèses, qui sont toujours d'ailleurs sur le site internet, en disant le plus probable, le central, c'est qu'on aura 1,5 degré, 2 à 2070. Et on avait mis quand même une hypothèse extrême, le pire du pire, c'était 4 degrés vers 2070-2100. En quoi est-ce que c'est totalement différent? Je ne vais pas vous le faire parce que je commence à vieillir et j'ai le col du fémur fragile, mais à moins de 2 degrés, les forêts, c'est quelque chose qui se balade ici, sur la tribune, et qui de temps en temps vont au bord du précipice, et les choses redeviennent égales à elles-mêmes dans le passé. La crise est passée, les anciens se souviennent de la crise de 1976. Qu'est-ce que ça veut dire, plus 4 degrés vers 2070-2100? Ça veut dire que quasiment toutes les forêts françaises vont passer au-delà de la limite. Donc, si vous me permettez l'expression, le plus probable, c'est que massivement, ça va se casser la gueule. Et on est aujourd'hui à 2 degrés dans la situation qu'on avait modélisée. À 2 degrés, on commence à avoir déjà des dégâts, mais en toute humilité, on n'avait pas prévu qu'on aurait les pépins qu'on a sur le hêtre, le sapin et l'épicéa commun. Donc, je dirais, moi je suis de plus en plus pessimiste. Alors, je ne veux pas rappeler des mauvais souvenirs. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Chantilly? À Chantilly, 6500 hectares, forêt transmise par un propriétaire privé, le duc d'Aumale, il y a 120 ans, qui a dit « je transmets ça à la nation et je la mets sous la garde et la protection des académies pour que ce soit conservé ». Donc il y a déjà une obligation. Ensuite, on a interrogé la population locale, tous les acteurs, tout le monde. Et tout le monde est d'accord, on dit on veut une chênaie vivante, au moins en 2050, après on verra. Donc on a travaillé, on a réfléchi, on a rassemblé des dizaines de chercheurs, on a été faire le tour de tout ce qu'on pouvait avoir comme aide et comme analyse. Les réponses que l'on a aujourd'hui, je précise, la forêt est en train de mourir, les grands chênes qui sont là depuis 1000 ans, leurs parents, leurs grands-parents, on a 40 années de récolte de bois de chêne sur pied qui sont en train de mourir. Et c'est du bois de chêne qui nous sert à faire du mérin. Je peux vous dire que c'est de la haute valeur. Quand je dis « nous », moi je suis simplement de passage, je fais mon travail de forestier, d'autres le feront après moi. Première conclusion, le sol. Le sol, le sol. Si on perd le sol, on perd la vie. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on garde le sol. Alors, première chose, toujours avec l'expérience, les forestiers de l'ONF ici savent qu'à Vierzon, quand ça a commencé à mourir, on a été chercher les chênes au fur et à mesure que ça mourait. À chaque fois qu'on passait, on tassait le sol et on ne comprenait pas ce qui se passait, puisque plus on enlevait de morts et plus il y en avait. Donc, comment protéger les sols? Deuxième chose, donc premièrement, pas tasser. Deuxième chose, c'est les mesures de température. Jean-François s'en souvient peut-être, on se disait à partir de quand la température fait cuire les protéines, 45-50 degrés. On a mesuré en plein air en 2022, en plein air, en ensoleillement direct, on a mesuré 70 degrés au sol. À 70 degrés au sol, il n'y a pas un être vivant qui est capable de survivre. Donc, principe, t'es forestier, marche à l'ombre. Et du coup, on a arrêté les coups rases, mais pas par idée, parce que c'est pas beau et parce que ça plaît pas aux gens. Moi, je suis désolé, j'ai un certain nombre de messages à faire passer. Je suis un médecin urgentiste. Si ça plaît pas de me voir sortir de la salle d'opération avec les bras pleins de sang et complètement échevelé, je suis désolé, je fais de la chirurgie réparatrice, c'est comme ça, il va falloir vous adapter. Il y a des choses qui ne sont pas belles à voir quand on veut sauver les forêts. Donc, marche à l'ombre, principe, tout ce qui est vivant, on le garde, parce que, vous l'avez bien expliqué, c'est une chance d'adaptation. On n'a jamais connu plus 4 dans l'histoire de la vie. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Ce que les espèces forestières ont dans le ventre. Deuxièmement, tout ce qui vient naturellement, les régénérations naturelles, même si les modèles disent que ça ne va pas marcher,
eh bien, on en prend soin et on le garde. Quand on a une population qui est en un état de stress, les bébés, c'est le miracle et l'espoir. Et troisièmement, quand il y a des trous, eh bien, on plante autre chose en allant chercher prioritairement, de mon point de vue, des espèces autochtones. Je veux préciser qu'est-ce que c'est qu'un autochtone. Un arbre autochtone, c'est quelqu'un qui est entre l'Atlantique et l'Oural, pour parler comme le général, et entre la Suède et le désert. Parce que dans le temps des glaciations, toutes ces espèces-là n'arrêtent pas d'aller vers du sud, vers le nord, tous les 100 000 ans. Il se rend compte, l'autochtonie, quand vous avez une grue qui vient se poser ici et faire ses crottes, une grue, pas celle du stand, hein, celle qui vole, des volatiles, ça veut dire que 2 jours avant, elle a été cassée la croûte dans le sud de l'Espagne. Donc en fait, c'est le même monde. Pour moi, l'autochtonie, c'est tout ce qui est dans l'espace qui est limité entre l'océan, l'Oural, les déserts et l'océan Arctique. Et à l'intérieur de ça, c'est de l'autochtone. Évidemment, il y a un contre-exemple. Et le contre-exemple, c'est le Douglas. Moi, officiellement, je suis athée. Mais quand je vois le Douglas, je me dis, c'est pas possible que la nature ait produit une espèce aussi miraculeuse. Et donc, j'ai des doutes. Donc, vous voyez que le Douglas est un exemple, mais il y a tellement de contre-exemples d'autres espèces qu'on a introduites. Et moi, j'ai commencé en 73. Sur la liste des essences FFN, on a un certain nombre de ratatouilles. Hein, je ne vais pas les citer tous, mais à part le Douglas, on n'a pas eu de grand succès. Donc voilà, c'est le sol. Tout ce qui est vivant, on le conserve. Tout ce qui vient naturellement, on le garde. Quand il y a des trous, on met autre chose. Et derrière ça, ça coûte horriblement cher et on est en situation de faillite potentielle parce que vous vous doutez bien que quand vous avez un troupeau de quoi que ce soit qui est malade et qu'on veut garder en vie, ça coûte beaucoup plus cher que quand il est en bonne santé et ça rapporte de moins en moins. Donc ça aussi, c'est le problème économique. Voilà. Vous passez le micro sans y toucher. Vous le posez là et on va demander à Amélie Castro d'apporter son complément. Alors, oui. Dès que vous parlez, ça y est, ça marche. C'est génial. C'est magique. C'est fantastique, la technique. Merci. Voilà. À eux. Oui, donc, comment doit-on agir? Alors, nous, depuis la perspective d'un établissement public qui a donc le rôle que j'indiquais tout à l'heure, on a un rôle effectivement d'orientation de la gestion. Alors, c'est vrai que dans des phases d'incertitude comme celle qu'on aborde à l'heure actuelle, c'est une mission quand même qui devient assez difficile. On intervient sur toute la France. Et je commencerai par dire, moi, que le journal Le Monde, avec sa forêt française sous le feu du réchauffement, il a tiré un peu court. Hein, parce que c'est la forêt européenne qui est sous le feu du réchauffement. Il suffit de regarder les résultats dans les autres pays. Alors, que ce soit l'Espagne, la République tchèque, les pays scandinaves, la Suisse, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, les constats, ils sont quand même partout relativement convergents, avec effectivement des différences, parce que les forêts sont différentes, les climats sont différents. Nous, on est un peu à la confluence de plusieurs influences climatiques, donc on a une forêt extrêmement variée en France, ce qui est une richesse, ce qui est une chance aussi, comme le disait Hervé dans l'analyse de l'Oural à l'Atlantique et du bassin méditerranéen jusqu'à la Suède, on a un peu tout le monde chez nous. D'un autre côté, ça nous oblige, et c'est le travail que l'on fait nous au quotidien, pour notre rôle de formation, d'information des propriétaires, à essayer de mobiliser toutes les connaissances techniques que l'on a, travailler en partenariat aussi avec les autres forestiers, hein, au niveau français. Donc c'est ce que l'on fait dans le cadre de 2 réseaux qui sont très importants pour nous, qui sont le réseau mixte technologique AFORCE, adaptation des forêts au changement climatique, mais aussi le GIP Ecofort, hein, qui est un groupement d'intérêt public sur les écosystèmes forestiers, qui lui s'intéresse au fonctionnement des écosystèmes. On a aussi une importance à comprendre le fonctionnement des écosystèmes pour pouvoir les accompagner au mieux et au plus près des conditions locales.
et mobiliser donc tout le réseau expérimental. On a des milliers de parcelles de référence que l'on mesure depuis des années pour pouvoir à la fois élaborer des outils de diagnostic, parce qu'effectivement, face au tableau un peu cataclysmique que vous avez dressé, on a deux solutions. On panique, ou alors on essaie de trouver des voies d'action. Et pour trouver des voies d'action, il faut poser des diagnostics. Quand on dit ça dépérit pas partout pareil et pas partout pour les mêmes raisons. Et ça dépérit pourquoi, voilà. Donc il faut essayer de savoir pourquoi, il faut essayer de trouver les causes, et en trouvant les causes, on pourra dessiner des pistes d'action. Alors moi, j'aurais tendance à ne pas dire là tout de suite, là maintenant, en tant que forestier modeste, des solutions, parce que les solutions, on verra. Des erreurs, on en fera. Et ça ne sera même pas des erreurs, c'est-à-dire qu'on aura essayé... Des échecs. Ça sera des échecs, il y aura aussi des réussites, du moins on l'espère fortement, et on y travaille. Après, le rôle du CNPF là-dedans, c'est aussi de faire le lien entre les travaux de recherche, qui sont des publications qui sont parfois un peu théoriques, mais pas toujours, hein, il y a aussi des travaux très concrets, et le gestionnaire forestier, propriétaire ou c'est son gestionnaire qui l'accompagne dans sa gestion, qui lui a besoin de savoir concrètement comment mettre en application ce qu'il fait à l'instant T sur la parcelle Y. Voilà, parce qu'il ne pourra pas faire une chose et son contraire sur la parcelle en question. Il pourra s'orienter dans une direction, faire un choix, faire une opération, une série d'opérations, mais il ne pourra pas couper et ne pas couper, il ne pourra pas débroussailler et ne pas débroussailler, il ne pourra pas planter et ne pas planter. Voilà. Donc il faut arriver à traduire, on va dire, des principes un peu généraux, en mode opératoire, des résultats de recherche qui ont été obtenus pas forcément à l'endroit où l'on est, dans des recommandations techniques, dans des guides qui permettront aux forestiers, propriétaires ou son gestionnaire, de définir une trajectoire et de plus en plus de définir une trajectoire en ayant en tête qu'il faudra peut-être retourner en arrière ou changer de direction, donc des itinéraires, ce que l'on appelle réversibles, hein, c'est lorsque c'est possible, c'est-à-dire des choix, à un moment on arrête, on coupe, on plante, alors qu'on avait tenté de conserver, on peut tenter de conserver, ça peut ne marcher ou ne pas marcher, revenir en arrière, changer, essayer autre chose. Et après, un fort travail aussi sur la gestion des risques. Et quand on dit la gestion des risques, on a devant nous quand même un champ de travail qui est très important, quoi, hein. Du vent à la grêle en passant par l'incendie et en multipliant par le gibier, la gestion du risque... Voilà. Oui, le nématode, on en reparlera entre nous. Mais en fait, c'est un nouveau champ de compétences à développer pour les forestiers. On le connaissait, les risques, on les connaît depuis longtemps. Mais là, on rentre dans une dimension où ils vont de plus en plus, et suivant les secteurs, contraindre la gestion. C'est-à-dire que ça va devenir le facteur qui détermine les choix. Sylvain Angeran. Présent. Alors, j'utilise mon téléphone juste pour prendre des notes, hein, pas pour gérer mes SMS. Beaucoup de choses. Alors moi, j'aimerais déjà revenir un peu sur l'échéance temporelle, c'est-à-dire que vous posez la question à l'horizon 2100. Je pense qu'aujourd'hui déjà, si on veut se poser la question de 2100, ça veut dire se poser la question de est-ce qu'on va réussir à ralentir l'ampleur du changement climatique. Pour 2050, c'est trop tard. D'accord ? Maintenant, des choix qu'on va faire d'atténuation, c'est-à-dire sur l'ensemble des secteurs, que ce soit le transport, l'industrie, mais aussi la forêt, de ces choix-là, c'est ça qui va être déterminant pour savoir effectivement quel sera l'état de la forêt en 2100. Et bien plus que l'adaptation. Ça ne veut pas dire que le sujet n'est pas important, mais ça veut dire qu'il va falloir gérer d'une même façon, ensemble, de façon articulée, atténuation et adaptation. Non, mais l'atténuation, elle est beaucoup moins dans la main des forestiers. L'atténuation du réchauffement climatique, c'est l'évolution du mode de consommation, c'est le choix d'industries décarbonées, etc. Ce n'est pas dans la main du forestier. Alors, je vais y répondre, et ça sera aussi en partie sur la deuxième question. Si, il est du choix de la main du forestier aussi. Aujourd'hui, quand on a un puits de carbone qui baisse, il y a des facteurs sur lesquels le forestier n'a pas la main, la mortalité, la production biologique,
il y en a un autre sur la récolte, c'est la deuxième question, on a la main. Donc je ne développe pas trop là-dessus, mais c'est important aussi que tout le monde est concerné. C'est-à-dire qu'il y a des choix de gestion forestière qui vont avoir plus ou moins d'impact sur les stocks de carbone. Et je vais le développer dans ma réponse, tu vas voir que c'est assez important d'avoir les deux. Aujourd'hui, du coup, la question qui se pose, c'est d'arriver à concilier. Et là, je reviens de 2 jours de colloque à l'INRA de Champenoux, c'était assez intéressant, puisque la stratégie qu'ils mettent en avant, c'est complexifier. Le mot-clé qu'ils utilisent, c'est complexifier. Et derrière ce mot-clé, quel type de stratégie ? Nous, la question qu'on pose, et là où on va se retrouver, c'est pour complexifier, il faut du diagnostic. Voilà, ça va être le point d'accord. Voilà, vraiment important. Il faut aller vraiment sur du diagnostic. Mais complexifier, c'est pas simple. Et nous, la question qu'on soulève, c'est est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les dispositifs d'aide publique, le plan de relance et sa suite, aident vraiment à complexifier la gestion forestière ? On a produit un rapport. Voilà. Ce qu'on aimerait bien, c'est que justement ce rapport, que les ministères aussi analysent de façon transparente ce qui a été fait avec l'argent du plan de relance et qu'on analyse de façon objective, ça peut être par les chercheurs, est-ce que ça a aidé à complexifier la gestion forestière ou non ? Et justement, nous, il y a beaucoup de points qui ont été soulevés sur lesquels je suis assez d'accord. D'abord, ce plan de relance, je pense qu'il met un focus trop important sur le nombre d'arbres qu'on a plantés, de façon générale sur la plantation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planter, je vais y revenir. Mais ça veut dire que je pense que ce n'est pas le meilleur indicateur aujourd'hui pour parler d'une politique forestière. Qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont été cités, notamment par Hervé. Moi, je pense qu'un gros point de vigilance, c'est le maintien de l'ambiance forestière. Ça a été dit, il y a un sujet sur les coupes rases. Alors, évidemment, je précise que nous, on n'est pas contre toute forme de coupe rase. On dit juste, effectivement, à quel moment tu passes chez le chirurgien Hervé et tu dois amputer. Et quand est-ce qu'effectivement, tu peux essayer de soigner autrement. Et là-dessus, on a des résultats de recherche. Il y a une super expertise collective sur les coupes rases qui a donné des éléments de réponse. Bien sûr, ils n'ont pas pu dire un seuil précis, à 4 hectares, il faut arrêter les coupes rases. Mais ils montrent que plus la coupe rase est grande, plus elle a des effets négatifs. Donc, à partir de là, c'est comment on va encadrer ça, comment on définit un peu les situations plus précisément dans lesquelles on encadre. Là-dessus, on a du mal à avancer. Sur pas mal d'éléments aussi qu'il faut garder. Donc, l'ambiance forestière. Sur les éléments qu'a amené Jean-François, sur la génétique et sur le fait qu'il faut raccourcir le taux d'exploitation, le taux de... excusez-moi. Le cycle, le taux et la durée du cycle. Je cherche le terme exact, c'est-à-dire l'âge d'exploitabilité des arbres. Alors c'est un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Parce que, en fait, effectivement, ça peut être un argument, je comprends l'argument d'un point de vue génétique, mais la forêt, il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte. Et notamment un qu'on oublie et qui a été cité, c'est le sol. Plus on raccourcit l'âge d'exploitation d'un arbre, plus en fait on va créer un problème de fertilité. L'arbre, en fait, en vieillissant, c'est à ce moment-là qu'il commence à restituer au sol ces éléments minéraux. Là-dessus, je serais heureux d'avoir l'avis de Jean-François parce que ça a été démontré qu'en fait, en raccourcissant, en fait, on risque d'épuiser les sols. Donc, on va régler un problème en créant peut-être un autre. Il répond. Non, mais là. Si tu veux, et puis après, j'avance. Il y a de la marge, dit-il. Alors, il prend le micro, puis on enchaîne derrière. C'est une vraie table ronde. Je pourrais continuer après ? Oui, oui. Ouais, je finis comme ça, c'est plus simple parce que... Oui. Ok. Pareil sur la gestion en irrégulier. Alors, attention, quand je dis ça, nous, notre position, ça va être, notre position en tout cas, c'est pas de dire qu'il faut faire de l'irrégulier partout, mais c'est qu'aujourd'hui, il faut en faire un peu plus et qu'on peut faire aussi du régulier de façon intelligente, en limitant la taille des coupes rases, en gardant des îlots de sénescence. Mais sur l'irrégulier, je vais être un peu provoquant, mais vous allez voir dans le bon sens. Si vous voulez intensifier, moi je suis pour intensifier. Aujourd'hui, en moyenne, sur une gestion en irrégulier, le taux de rotation du capital, c'est 35 ans. C'est-à-dire que vous avez une forêt en face, 100 mètres cubes, 200 mètres cubes hectares, peu importe. Et en 35 ans, en sortant du bois, je vais sortir 100 ou 200 mètres cubes. Et donc, je vais renouveler mon peuplement sans jamais détruire l'ambiance forestière. Trouvez-moi mieux. Même du Douglas, que vous descendez à 50 ans, vous n'avez pas un taux de rotation pareil. Et on peut avoir énormément, c'est un élément, après il faut en débattre techniquement, mais moi je pense qu'au contraire, dans l'irrégulier, tu peux énormément introduire des essences différentes, faire varier la composition du peuplement, vu que tu as 35 ans. Tu peux aussi faire dans des petites trouées, là j'arrive à la plantation, mettre de l'enrichissement, faire venir du chêne pubescent ou des essences qui ne sont pas présentes. Donc en fait, c'est une technique qui a un certain nombre d'atouts, et ce que je constate, c'est que ces atouts, ils sont rarement mis en avant, voire
parfois décrits avec des arguments au moins qui mériteraient d'être posés. Je conclue parce que je sens qu'effectivement, il faut que je conclue. C'est très bien. Moi, je pense que la question qu'on doit se poser, sur laquelle on peut se réunir, Lionel Sell a dit, et je suis d'accord, je suis content de l'avoir entendu, c'est la biodiversité. Est-ce qu'on a besoin de s'appuyer sur la biodiversité pour adapter nos forêts? Quels que soient les choix d'itinéraire sylvicole, je pense que la réponse, elle est puissamment oui. Et parce que c'est ça la résilience. C'est ça qui va te permettre de te soigner avant d'aller chez le chirurgien. Tu vois. Et en ce moment, au niveau européen, il y a une loi qui se discute, un règlement sur la restauration de la nature. Ce règlement, il n'y a rien de révolutionnaire, il dit juste il faut fixer des indicateurs qui vont permettre de suivre la biodiversité, les populations d'oiseaux forestiers, un indicateur de structure en forêt qui va nous permettre effectivement au moins d'avoir un état des lieux. Quelle est la proportion aujourd'hui de forêts en France qui sont gérées en irrégulier? Personne ne sait. On a des estimations au doigt mouillé, mais personne ne sait vraiment. Et donc si au moins on suivait cet indicateur, qu'on se fixait un objectif de progrès vers doubler la surface d'irrégulier, par exemple, en 5 ans, au doigt mouillé, on est entre 1 et 1,5 million d'hectares, on pourrait doubler. Ça ne remettrait pas tout en cause, mais tu vois, se fixer des indicateurs comme ça. Et ça, du coup, mettre des moyens, des politiques publiques derrière pour flécher. Et c'est ça aujourd'hui un petit peu notre propos. Voilà. Il n'y a pas de progrès sans mesure, hein, donc c'est ça finalement. Ouais, hop, Jean-François, courte... parce que vous savez que j'ai un souci d'avoir... Il y a une deuxième table ronde, et puis c'est prévu, il y aura une quinzaine de minutes, alors on n'épuisera pas toutes les questions, mais pour que vous puissiez aussi être présent dans cette table ronde. Alors... sur les risques d'épuisement de la fertilité des sols, on a beaucoup de marge. Quand vous amenez la chênaie à 200 ans, vous avez beaucoup de marge. Là où on peut avoir éventuellement des risques d'épuisement, c'est quand les cycles sont déjà courts et qu'on envisage de les raccourcir. Cela dit, si le cas peut être évalué par les équipes spécialistes, il y a aussi des contre-mesures qui sont possibles. Le chaulage des sols forestiers, par exemple, c'est une pratique très ancienne qui a été très très peu publicisée. Ça fait partie des travaux qui sont admissibles, qui sont efficaces, on le sait. Et notamment sous Douglas, il a plein d'avantages vis-à-vis des fuites de nitrates, par exemple. C'est très très bien connu, mais personne ne va le raconter dans les journaux. Pourquoi? Parce que c'est un exemple typique de travaux interventionnistes en forêt et qu'aujourd'hui, on vit dans une atmosphère de philosophie extrêmement naturaliste. Donc il y a des contre-mesures possibles. Il y a des choses qui peuvent se calculer. À partir de quel stade de raccourcissement de révolution on prend un risque d'épuisement préoccupant pour la société des sols forestiers, il n'y a pas de raison d'interdire des raccourcissements de révolution à ce motif. Sur les réguliers, je vais aussi un commentaire à faire. On peut estimer qu'il y a une quinzaine de % de la surface en métropole qui ressemble à de la forêt irrégulière. Cela dit, je précise quand même que depuis 30 ans, la totalité de l'enseignement forestier dispensé à l'école forestière à Nancy et dans toutes les sections de BTS met la priorité absolue sur la futaie irrégulière. Donc aujourd'hui, le besoin, ça n'est pas de l'encourager, c'est plutôt d'évaluer ses risques, et ils le sont évalués. Il y a eu des publications très précises sur le sujet il y a 15 ans qui ont montré 3 inconvénients majeurs de la sylviculture irrégulière dans le contexte de l'adaptation au changement climatique. Le premier, c'est la gestion de la diversité génétique. Le deuxième, c'est la gestion de la diversité spécifique. Et le troisième, c'est la gestion des peuplements en crise. Si vous pouvez me dire qu'on n'est pas dans cette situation aujourd'hui, je suis preneur. Bien. Donc ce sujet, il a déjà été traité. Aujourd'hui, la promotion de la futaie irrégulière est simplement la poursuite de l'agenda d'acteurs particuliers, en particulier l'association ProSilva, mais elle ne résulte pas d'une réflexion sur quelle bonne pratique pour l'adaptation et relever le défi climatique. Aujourd'hui, je crois ce qui est important, c'est de voir qu'un levier essentiel pour améliorer la viabilité de nos forêts, c'est quelle gamme de matériel végétal nous allons avoir besoin. Je dis bien gamme et matériel végétal, ça veut dire pas seulement des espèces, mais aussi des provenances, des variétés. C'est tout ça qui est à la disposition des forestiers. Et deuxièmement, je dis une gamme, parce que c'est effectivement pas très prudent d'avoir des massifs forestiers trop homogènes du point de vue des objectifs de la spéculation, mais de les diversifier. On n'est pas obligé de diversifier à l'échelle du pied d'arbre. On peut tout à fait imaginer une diversification en mosaïque. Donc ça, c'est des choses qui sont devant nous. Ça va être des leviers très importants pour améliorer la résistance des forêts à la sécheresse. Il n'y a pas que la résilience qui va compter, il y a la résistance aussi, parce que c'est elle qui va être le support
de la valeur carbone, de la biodiversité d'ensemble, et puis de la capacité des forêts à nourrir la filière bois. Et puis, je termine peut-être par un tout petit mot sur la biodiversité, parce qu'on évoque beaucoup ce mot-là. Très souvent, dans l'esprit des gens, la biodiversité est assimilée à la naturalité, c'est-à-dire les vieilles forêts, les vieux bois, les bois morts. Or, dans la biodiversité, il y a beaucoup plus que ça. La liste des espèces ligneuses qui poussent en forêt participe à la biodiversité. La diversité génétique aussi. Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous régénérez une parcelle de pins sylvestres où il n'y a que 30 semenciers, vous avez moins de diversité génétique dans la nouvelle génération que si vous plantez des plants issus d'un verger à graines. Donc la diversité génétique, c'est le moteur, c'est le carburant de l'évolution. C'est à partir de là que les arbres vont sélectionner les patrimoines génétiques mieux adaptés aux nouvelles causes. Donc tout ça, ça participe à la biodiversité. Et juste pour terminer sur ce point-là, pour moi, l'enjeu numéro 1 aujourd'hui de biodiversité, c'est l'équilibre forêt-gibier qui est totalement rompu. Tant qu'on ne va pas résoudre cette question, on ne va pas réussir un recrutement d'arbres forestiers qui soit à la hauteur du défi climatique. Donc l'enjeu numéro 1 pour moi, c'est celui-là. Et je sais qu'il n'est pas facile. Parce qu'il est très complexe vis-à-vis de la société, au sens très large. Bah, oui, si. Oui, je voudrais réagir en tant que gestionnaire de forêt à un propos que vous avez tenu, Monsieur Angeran. Pour moi, il n'y a pas de bien et de mal. Il y a des diagnostics que l'on pose et en fonction de ce que nous apporte la science et en fonction de la façon dont la nature réagit, on prend le bon outil. Je ne place pas, et j'assume, la futaie irrégulière au sommet d'une pyramide du bien et la coupe rase dans ce qu'il ne faut pas faire. Je vais prendre des exemples très très concrets de situations qu'on vit concrètement. Lorsque vous êtes dans une futaie de hêtre qui est en train de dépérir avec quelques chênes, si on ne procède pas à une coupe rase du hêtre pour installer du chêne par derrière, on est certain que le hêtre, qui a une dynamique forestière beaucoup plus forte et qui a l'inconvénient d'étouffer ses congénères, les essences qui ne sont pas avec lui, on est certain de réinstaller naturellement un peuplement qui ne sera pas adapté au changement climatique. Et j'insiste sur ce point, nous forestiers, ce que nous devons faire, c'est faire en sorte que nous ne nous trouvions pas devant le mur du changement climatique. Et pour ça, nous devons nous adapter. Pour cela, nous devons, dans un certain nombre... Alors là, je vais faire un peu... Je vais aller jusqu'au bout de ma pensée et prendre des exemples très concrets de gestionnaires. L'épicéa, ça a été un gâchis monstrueux sur tout le quart nord-est de la France, en Bourgogne-Franche-Comté, gâchis écologiques, mais gâchis pour l'économie, pour les scieries, pour les gens qui y travaillent. Aujourd'hui, on a des situations, par exemple sur le plateau de Millevaches, où on sait que ces peuplements sont encore à peu près vivants, mais avec les schémas climatiques, dans les 10 ou 15 ans qui viennent, ils vont disparaître. Et pourtant, ils sont aujourd'hui vivants. Eh bien, pour ne pas se trouver dans la même situation que celle du Nord-Est, il faut aujourd'hui que nous coupions tant qu'ils sont en vie, tant qu'ils sont vivants, pour qu'ils profitent à l'économie et puis pour qu'on puisse renouveler le peuplement sur une quinzaine d'années au lieu de le faire en 1 an. C'est important de penser à l'économie dans laquelle on se trouve, aux hommes qui travaillent à la forêt et de renouveler la forêt progressivement, de faire une substitution d'essence pour avoir des essences qui soient adaptées. Et ça passe par des coupes rases. Et c'est de l'anticipation qui nous permet d'éviter de nous trouver devant le mur du changement climatique. J'insiste, cette notion, c'est la même que celle qu'on trouve dans la société avec les gens qui ne veulent pas voir qu'il faut qu'on change notre comportement, qu'on soit plus sobre. Eh bien, on a la même chose en matière de forêt. Si on ne se prépare pas, si on n'anticipe pas,
si on ne prend pas à certains moments des mesures assez fortes, on va à la catastrophe. Donc je n'ai pas de dogme. Je ne dis pas que la coupe rase, c'est le mieux. Je ne dis pas que la futée régulière, c'est le mieux. Je pars du diagnostic forestier. Oui, Amélie, d'abord, et puis après Hervé. Oui. Moi, je voulais juste faire un point. Vous parlez de diagnostic forestier. Donc, on a cité des outils de diagnostic comme Climessence, Bioclimsol, Archid et Péris. Moi, je voulais juste dire un truc par rapport à cette notion d'ambiance forestière. L'ambiance forestière, elle est importante pour des essences qui ont besoin d'ambiance forestière. Mais on oublie toujours que la forêt s'est accrue pendant 2 siècles, et en particulier sur un système majoritaire de conquête d'espaces agricoles abandonnés par des essences, qu'on appelle des essences pionnières, et qui s'installent dans des conditions qui ne sont pas des conditions forestières. C'était des terres agricoles, elles étaient ouvertes, et les arbres se sont installés dessus. Donc ça veut dire que cette notion d'ambiance forestière, elle est relative aux essences. Il y a des essences qui ont besoin de ces ambiances-là. On peut citer le hêtre, on peut citer le châtaignier, on peut citer les chênes, on peut citer l'épicéa. Mais il y a des essences qui sont des pionnières, c'est-à-dire qu'elles s'installent dans des conditions terribles, où on les aurait pas mises si on avait eu le souci de leur bien-être, mais elles y vont, parce que ce sont des essences de pleine lumière. Et ces notions d'autécologie des essences, c'est-à-dire de leur comportement et leurs besoins, il faut vraiment le prendre en compte, c'est la base du diagnostic, parce que ces essences pionnières, elles peuvent aussi, dans le cadre de catastrophes, servir de relais. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il ne faut pas, à mon avis, avoir un a priori négatif quand on a été obligé de faire une coupe rase, parce que parfois on n'a pas d'autre choix que de faire ça, ne serait-ce que pour limiter des proliférations. La quarantaine forestière, c'est la coupe. C'est-à-dire quand on veut essayer de limiter une prolifération, on est obligé de couper les arbres malades, ceux qui sont potentiellement infectés, et ceux d'à côté pour éviter que ça s'approche. Ben oui, Voilà, c'est la quarantaine forestière. Comme on ne peut pas bouger les arbres, il faut qu'on les enlève. Voilà. Donc se dire que derrière une coupe comme ça, on va faire une plantation de pionnières, que ça soit des feuillus ou des résineux. Moi, à mon avis, le débat feuillus-résineux, il est has-been complètement. Là, ce qui est important, c'est l'haute écologie et ce que les essences seront capables d'encaisser. En fait, c'est la tolérance aux facteurs limitants qui va devenir importante. Donc que l'on fasse derrière une plantation de bouleau ou de pin ou de tremble ou d'une espèce, ou de chêne pédonculé même, en mélange, qui sont des essences de conquête, c'est-à-dire que spontanément, elles vont coloniser des milieux ouverts sur des sols qui ne sont pas forestiers, qui ont été dénudés pendant des millénaires, et pourtant, elles ont réussi, sans qu'on fasse rien, à recréer des forêts. Donc ces notions, on va dire, de perturbation, ces notions de fonctionnement par perturbation moyenne, c'est-à-dire que spontanément, notamment dans les régions qui sont soumises au feu ou qui sont soumises au vent, même dans des mécanismes de fonctionnement naturel hors intervention, on a des trous qui se font dans la forêt, et des trous qui peuvent être très gros. Alors, je cite juste un chiffre. Récemment, en Suède, ils ont fait des études sur les incendies forestiers dans les forêts boréales qui font partie du cycle des forêts boréales. Ils ont trouvé des traces d'incendies du XVIe siècle qui font des centaines d'hectares. À l'époque, ils n'avaient pas de moyens d'intervention. Et donc derrière, vous avez une phase de reconquête forestière, d'installation de pionnières, des espèces qui supportent le soleil, qui supportent la sécheresse, qui supportent des sols où il n'y a pas d'ambiance. Et derrière, les essences qui ont besoin de plus d'ombre s'installent derrière. Alors ce que je veux dire par là, c'est que dans l'utilisation des diagnostics et face à des situations qui vont être très variées, des situations où on pourra conserver l'existant, des situations où on pourra faire évoluer la forêt, mais il y aura aussi des situations où on sera obligé, où on est obligé, que ce soit même pour sauver du capital économique, de faire des coupes. On a quand même, il faut penser quand même au comportement des essences et au fait que toutes n'ont pas les mêmes besoins. Hervé, et puis après Sylvain Oui, Jean. rapidement, je veux une réaction de vieux saisis par l'urgence, pas me concernant, mais celle de la situation. Et je voudrais vous expliquer pourquoi je me sens plus concerné par les débats qu'on vient avoir, ces débats de politique générale. Alors, ce n'est pas par snobisme, mais premièrement, sur Chantilly, mais ailleurs aussi, je vous ai dit que je me sentais comme un urgentiste par rapport à des adultes en train de mourir, mais encore plus comme un accoucheur
face à des naissances ou des renaissances. Il n'y a aucun lien politique, mais on est passé de Sauvons la forêt de Chantilly à la renaissance d'une forêt. Et je vous dirais, en tant qu'accoucheur, j'ai des dizaines d'accouchements difficiles où il faut à la fois sauver la mer, le sol, et sauver l'enfant, la forêt future. Et les discussions sur le prénom et comment on va le faire, j'aurais dit, bah oui, c'est très bien, mais s'il vous plaît, allez en discuter dans la salle d'attente de la maternité, parce que là, il faut que j'y retourne. Bon, là, j'ai des messages qui tombent en permanence. Qu'est-ce qu'on achète cet automne? Comment on fait les coupes, etc. Ça, c'est le premier point. Ne voyez pas une prétention. Hein, vous avez des gens qui sont tout à fait capables d'en débattre. Moi, j'ai des gamins à faire naître. La deuxième chose, et on n'en a pas beaucoup parlé, et ça me tient vraiment à cœur, c'est l'humain d'abord. Ici, j'étais venu il y a 5 ans. Dans la salle, il y a un certain nombre de cheveux blancs. Mais dans les allées, il y a des centaines et des milliers de travailleurs de la forêt, de jeunes. Et c'est avec eux qu'on fera la forêt future. Et on n'oublie jamais assez de dire que s'il n'y a pas du courage, du soutien chez les pour les forestiers, on n'y arrivera pas. Moi, j'ai été pendant des années responsable écolo des forestiers. Je me suis toujours limité à ne jamais dire du mal de l'ONF, des COP, d'Alliance, parce que pour moi, quand on dit ONF, COP, Alliance, je pense à ces centaines de travailleurs sur le terrain. Quand on dit du mal de la mécanisation, je pense aux chauffeurs sur la machine. Alors, c'est peut-être un tort, je suis peut-être trop sensible, mais voilà ce que je voulais faire passer comme message. Après, est-ce que ça veut dire qu'on est des enfants de cœur? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de casserole aux fesses et de conneries faites? Moi, je suis celui qui a fait le plus de conneries parce que c'est celui qui a la carrière la plus longue. C'est une raison statistique. Mais pensons toujours à l'humain derrière et au peuple qui travaille quand on parle de débat sur ce que doit être la forêt. Sylvain, et puis après on va aborder l'autre thème. Ok, ça marche. Alors moi je parlerai plutôt de la partie filière dans la deuxième question. Là je vais rester vraiment sur la question de maintenir et améliorer l'existant. Quelle forêt, quoi, c'est ça. Voilà, quelle forêt, voilà, comment on fait. Et de façon très pratique aussi, moi je pense qu'il faut être pratique. Il y a aujourd'hui un des reproches qu'on fait dans les critères d'aide, c'est qu'à partir du moment où tu as 20% d'arbres morts dans un peuplement, on peut raser ce peuplement. Et il n'y a pas nécessairement besoin de diagnostic, en tout cas dans les critères de France 2030. Et là, je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire que 20% d'arbres morts dans de l'épicéa qui est en pleine en monoculture, bah, c'est le début de la fin, je suis d'accord, c'est le bon indicateur. 20% de frênes qui meurent dans un peuplement mélangé, bah non, ce n'est pas nécessairement un problème. Et c'est ça, aujourd'hui, où il faut qu'on arrive un petit peu à améliorer ces critères, à rendre obligatoire ce diagnostic. Et l'exemple que tu donnais, enfin que vous donniez, monsieur Say, je suis assez d'accord avec, c'est-à-dire que c'était un peuplement justement mélangé de hêtres et de chênes. Donc on peut, alors, garder les chênes, travailler le hêtre. Et là aussi, j'ai besoin de poser les choses, c'est-à-dire que le point de désaccord, ça va être, je ne pense pas qu'il faille aller nécessairement vers des coupes d'anticipation. Voilà. Parce qu'on a ce sujet-là, garder les stocks, c'est aussi, et du coup, garder du carbone pour ne pas accélérer le changement climatique. Donc à chaque fois, ce qu'on peut garder, on le garde. Et sur le hêtre, ne pas le condamner par principe. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne connaît pas sur les mécanismes d'adaptation génétique. Et sur le hêtre, on a des peuplements magnifiques et résistants de hêtre dans le sud de la France, à la Massane, à Sainte-Baume, dans le Ciron. On n'est pas forcément obligé, on ne comprend pas encore comment fonctionnent ces hêtres, pourquoi ils résistent. Mais le condamner par avance, non seulement je pense que c'est dommage parce qu'on déstocke, parce qu'on n'est pas sûr, et on peut faire autrement. Voilà. Et c'est vraiment ça pour nous qui est important, c'est de se dire comment on améliore à chaque fois que c'est possible l'existant. Alors, merci sur ce premier thème. On aurait pu le poursuivre jusqu'à 13 heures, hein, mais on va évoquer alors plus rapidement, compte tenu du timing. Faut-il sortir plus de bois de la forêt? Alors, on le sait, la société demande du bois pour la construction, pour le chauffage, pour le papier, le carton, la biochimie, etc. Quelles ressources réellement disponibles? Quelle qualité? Et comment arbitrer entre toutes ces demandes?
Monsieur Say, par exemple, là-dessus, vous écoutiez pas. Je me permets. Je disais donc du bois pour la construction, pour le chauffage, pour la biochimie, etc. Quelles ressources réellement disponibles et qui doit ou peut arbitrer entre ces différentes demandes? Alors, la question, faut-il sortir plus de bois de la forêt? D'abord, ce dont je voudrais parler, c'est d'un point de vue stratégique, captation de carbone, d'une part, et puis stratégique filière bois, d'autre part, et enfin stratégique propriétaire forestier. L'objectif de la forêt, c'est de produire du bois d'œuvre. Je répète, l'objectif de la forêt, c'est de produire du bois d'œuvre pour nos constructions, pour donc le bâtiment, pour le meuble, pour l'emballage. Et puis, après, il y a d'autres utilisations qui sont également très, très utiles parce que ça nous permet de faire de la sylviculture, de l'utilisation des petits bois pour le papier, le panneau et le bois énergie. Donc, cela posé, et pourquoi je le pose dans ce sens, c'est tout simplement parce que lorsque vous utilisez du bois dans la construction ou du bois matériau, vous stockez du carbone et donc vous avez le carbone que vous avez commencé à stocker, qui a été capté en forêt, il est stocké maintenant dans le bâtiment ou il est stocké dans la matière. Donc, et du coup, c'est extrêmement positif pour la lutte contre le changement climatique. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce matériau vient en substitution d'autres matériaux, je vais prendre du béton, du fer, qui, eux, pour leur production, auraient émis du carbone. Donc, vous voyez, on vient mettre du bois qui va stocker du carbone, qui a stocké du carbone en forêt, et on le laisse dans le bâtiment, et à l'inverse, on évite qu'il y ait un matériau qui, lui, aurait libéré beaucoup de carbone au moment de sa fabrication et de sa mise en œuvre. Donc, vous voyez l'aspect doublement vertueux du bois d'œuvre, et la raison pour laquelle, quand on parle du puits carbone, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire intégrer cet élément-là. Le deuxième élément, c'est les aspects bois-énergie. A priori, le bois-énergie, on libère du carbone quand on fait du bois-énergie. Oui, mais si le bois-énergie permet de faire de la sylviculture pour avoir du débouché pour nos petits bois et donc produire du bois d'œuvre, eh ben, c'est positif. Et c'est d'autant plus positif que si on n'a pas de débouché pour nos petits bois, eh bien, on ne peut pas faire ce cycle vertueux du stockage de carbone dans les bâtiments. Troisième élément, c'est l'aspect substitution. C'est-à-dire que moi, je préfère toujours brûler du bois, et le brûler du bois, ça s'est fait depuis les temps mémoraux, hein, c'était le bois bûche, brûler du bois sous une forme peut-être plus moderne de la plaquette du granulé, qui vient en substitution des énergies fossiles, que brûler des énergies fossiles. Donc, dans ce cadre-là, il y a une hiérarchie, mais à chaque fois, c'est positif. Alors, faut-il sortir plus de bois de la forêt? Ce qu'on constate, c'est que globalement, on prélevait jusqu'à 50% du flux de la croissance de la forêt. Maintenant, on est probablement monté à 60%, pas tellement parce qu'on prélève plus, mais surtout parce que la forêt produit moins. La ressource est moins importante. C'est parce que la forêt, 10% de production de moins en 10 ans de la forêt, parce qu'elle souffre du changement climatique. D'où la nécessité de l'adapter vite, encore une fois, et de ne pas se trouver devant le mur des forêts qui disparaissent et de cet aspect de... Donc, plus on a une forêt qui est renouvelée, plus on a une captation de carbone et on évite cette baisse de production. Le deuxième élément fondamental de cette baisse de captation de carbone, c'est toutes ces forêts qui ont été victimes du changement climatique, c'est les scolytes, c'est les bois brûlés. Donc on voit bien que un des rôles du forestier, c'est de faire en sorte que le carbone qui sorte de la forêt ne soit pas un carbone perdu par les crises de scolytes, par les incendies,
mais soit un carbone qui soit utile pour la société, pour nos citoyens, par des bois construction, par de l'emballage, par de l'utilisation qui servent à la société. Donc, faut-il sortir plus de bois de la forêt pour répondre à vos questions? Eh bien, dans certaines régions, on va être obligé de sortir plus de bois de la forêt parce que si on ne le fait pas, et là, par exemple, ce qui se passe sur le sapin pectiné dans bien des régions, si on ne le fait pas, c'est du bois qui va être, au lieu d'être utilisé comme charpente, va être utilisé comme bois énergie, voire pas du tout, parce que la matière se décompose et donc ne sera pas utile à la société, mais ne sera pas utile d'un point de vue environnemental. Dans d'autres cas, on va être obligé d'anticiper. Je prenais le cas du plateau de Millevaches tout à l'heure. On sait que si aujourd'hui ça va bien, mais tous les schémas nous montrent que l'épicéa sur le plateau de Millevaches, dans les 10 ans ou 15 ans qui vont venir, risque d'avoir la crise sanitaire qu'on a eue dans le Grand Est. Donc là, il vaut mieux anticiper plutôt que de récolter du bois chablis. Et puis, dans d'autres situations, je dirais, on va être sur le même rythme. Je dirais, ce qui est important, c'est de voir le forestier ne travaille pas pour lui. Ça, c'est important. Le forestier travaille à la fois pour le propriétaire forestier, dans une vision de long terme. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'il y ait de la forêt, et il vaut mieux la renouveler dès maintenant, progressivement, plutôt que d'avoir un massif qui crève en 2 ans. Ça, c'est le premier élément. Et le forestier est dans une filière. Et c'est important que le forestier contribue à cette politique de la nation qui consiste à avoir de l'écomatériau, en faisant en sorte qu'ils produisent du bois d'œuvre, qu'on récolte ce bois d'œuvre au lieu de le laisser pourrir. Il contribue à cette captation de carbone et donc contribue à l'effort de la nation dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, c'est une question que je vais poser, mais la réponse elle est extrêmement difficile. Est-ce qu'on a une idée de l'ordre de grandeur du bois qui est actuellement en forêt et qui, dans les 5 ans, ce qui semble une échéance de temps relativement courte par rapport à la forêt, qu'il faudra sortir pour des raisons sanitaires? Est-ce qu'on a une idée? Jean-François, il est là le micro. Écoute, c'est difficile de répondre à cette question parce que, comme dit l'autre, la projection, c'est un exercice difficile, surtout quand il s'agit du futur. Ce que je peux dire, peut-être pour donner un ordre de grandeur, c'est combien de plants forestiers il faudrait mettre en forêt pour répondre à la crise sanitaire juste dans le quart nord-est du pays, qui est l'endroit où actuellement c'est le plus préoccupant, puisqu'on a les principales espèces sociales structurantes qui sont en difficulté. Donc là, les premières évaluations que j'avais faites il y a 2-3 ans, c'était 25 à 30 millions de plants forestiers par an, sachant que notre capacité commercialisée actuelle pour tout le pays, c'est à peu près 60 millions de plants. Qu'à la fin des années 80, avant que le système plantation forestière s'étiole, on vendait chaque année quasiment 120 millions de plants par an. Et que les objectifs donnés par le gouvernement actuel sont de planter 1 milliard en 10 ans, ce qui revient à peu près à revenir à un niveau proche de la fin des années 80. Donc je pense que c'est difficile donc de répondre précisément à ta question, mais je pense pour frapper les esprits, un bon ordre de grandeur, c'est entre 100 et 200 millions de plants forestiers par an à planter. On va le mettre au milieu. Alors là encore, moi je suis cartographe, je ne suis pas cartomancien, mais je m'intéresse à l'avenir de la chênaie atlantique. Donc il y a peut-être des acheteurs de chênes ici. Quand je dis chênaie atlantique, c'est les chênes qui sont dans la région Pays de Loire, région centre, la partie de ce côté-ci, l'ex-Champagne-Ardenne, et une grande partie aussi Poitou-Charentes et jusque la région toulousaine. C'est la moitié de la ressource en chêne, sessiles et pédonculés, dont je rappelle que c'est la majorité de ce qu'on a en bois sur pied en France, pas dans les récoltes. Vous vous rappelez de l'histoire, c'est l'histoire du coyote, dans Bill le coyote, quand il passe de l'autre côté du bord de la falaise, il se casse la gueule. Mais tant qu'il est sur la falaise, ça ne se casse pas la gueule. Je pense que si on a un risque que ça se casse la figure, même si on a l'idée que tout le monde ne mourra pas et qu'il restera peut-être 5% de la population qui permettront d'avoir l'adaptation par les petits derrière pour la chaînette du futur, 95% sera mort.
Alors maintenant, vous attendez les chiffres. Eh bien, c'est 200 à 250 millions de mètres cubes. Ce n'est pas dramatique. C'est 4 ans ou 5 ans de récolte. Sauf que d'un seul coup, ça va être 50% de la ressource en chêne sur pied. Et je réponds tout de suite à la question combien on récolte. Chantilly, mais c'est vrai à Compiègne, c'est viré dans des tas de grandes chênaies, on est à 700-800% de l'accroissement annuel qu'on récolte tous les ans. Pourquoi ? Ben, comme ça ne pousse plus, ça tend vers l'infini, et au-delà même. Et pourquoi est-ce qu'on récolte ? Ce qu'on récolte, c'est les morts. On va chercher les morts sur le terrain. Ce n'est pas nous qui les avons tués, c'est le changement climatique. Donc la question récolte trop ou pas dans un certain nombre de forêts, la question ne se pose pas comme ça. C'est qu'est-ce qu'on fait des morts et est-ce qu'on doit récolter avant que ce soit complètement mort. Notre ressource, je termine là-dessus, Chantilly, c'est le mérin. Alors on pète dans le luxe, hein, on a 1500 balles, 2000 balles le mètre cube. Mais les producteurs de mérin nous disent, si l'arbre est mort, il y a changement des qualités organoleptiques, vous tombez sur la qualité menuiserie. C'est bien, mon cher, la qualité menuiserie, mais c'est quand même mieux quand on fait du mérin. Donc voilà, la question ne se pose plus pour certains nombres comme ça. C'est comment on récupère les cadavres de bois morts dans les forêts. Et si possible, avant qu'ils soient cadavres. Non, il y a juste une précision qui va être apportée par Jean-François Daude, et puis un mot après pour qu'on puisse prolonger avec la salle. Oui, non, mais on va développer, mais rapidement. Oui. Donc juste par rapport à l'exemple numérique sur le chêne qu'a développé Hervé, dans l'étude INRAE-GEN de 2017, on a essayé de chiffrer l'impact sur le carbone de différents types de crises sanitaires. La plus grave des situations qu'on a simulées, c'était précisément une maladie qui affectait les chênes, avec un impact qui pouvait être équivalent à 15 années de stockage 2017 de carbone. Donc le fait de maintenir en bonne santé des grandes formations comme celle-ci est d'autant plus évident. Je complète un tout petit peu en disant qu'on raconte beaucoup d'âneries sur la question du carbone forestier en lien avec l'intensité des coupes. Le problème de couper des arbres en fin de vie, ou même s'ils ont encore un petit potentiel, ce n'est pas d'exporter du carbone. Lorsque vous faites des coupes dans un cadre de gestion durable à l'européenne, cette manière de gérer les forêts repose sur des principes de stationnarité, c'est-à-dire on s'efforce de faire tourner les coupes et les travaux de façon qu'il y ait en permanence un stock en forêt à peu près stationnaire. Et ceci, je précise, aussi bien en futaies régulières qu'irrégulières. En irrégulier, on a la surface terrière d'équilibre. En futaies régulières, on a l'équilibre des classes d'âge. Ça suppose que si on réussit, et pour l'instant, il y a du savoir-faire en Europe, le stock en forêt est stationnaire, quel que soit ce qu'on coupe. C'est ça qui fait la différence fondamentale pour l'atmosphère entre une coupe définitive de Douglas, de sapin ou de chêne d'un côté, et de l'autre, la ruine complète d'un écosystème à Sumatra pour le remplacer par une plantation de palmiers à huile. La plupart des gens aujourd'hui ne comprennent plus la différence entre ces deux situations. À Sumatra, quand vous faites ça, vous détruisez un stock de biodiversité et de carbone pour le balancer dans l'atmosphère de façon irrémédiable. En Europe, quand vous renouvelez une forêt en fin de cycle sylvicole, vous faites tourner le carbone. Donc toute la question, ce n'est pas de s'empêcher de couper des arbres en fin de cycle, c'est comment maintenir un stock de carbone stationnaire, aussi résistant que possible par rapport aux perturbations, quitte à changer, à diversifier les espèces. Et puis, un dernier petit point sur faut-il augmenter les récoltes ? Bien évidemment, dans l'étude INRAE-GN, il y avait un des scénarios qui préconisait de quasiment augmenter de 80% le niveau de récolte nationale. Je pense qu'aujourd'hui, à la lumière de la crise sanitaire, il faut envisager d'aller encore au-delà, c'est-à-dire faire baisser petit à petit le stock moyen des forêts en France et non pas l'augmenter. Ça suppose en particulier qu'une partie de la mortalité des arbres morts devront être mobilisés dans la filière économique. On a besoin de tout ce bois mort pour recharger les écosystèmes dans ce substrat de biodiversité. Une partie peut être valorisée dans la construction, par exemple, ou dans la chimie. Dans la filière aval, alors, oui. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ah ben, on le sait, ça. La meilleure façon d'accélérer le changement climatique, c'est de faire exactement ça. C'est-à-dire que tous les pays dans le monde décident de diviser par 2 leur stock de carbone dans la forêt.
Et heureusement, l'Union européenne et l'ensemble des pays ont signé quelque chose qui s'appelle l'accord de Paris. Dans l'Union européenne, c'est un règlement LULUCF qui s'engage à essayer de maintenir les stocks de carbone tout en adaptant. Donc nous, on ne peut pas se payer le luxe d'aller diviser les stocks de carbone en forêt. Sur votre question qui est fondamentale, et on a eu l'occasion, pas directement d'en discuter avec Jean-François, je regrette, mais dans d'autres espaces à l'Académie des sciences, sur le rapport qu'on a publié, c'est une question qui n'est pas... on va avoir des points de vue très différents, je n'ai pas le temps de développer, malheureusement. Mais ce n'est pas le bon indicateur. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut sans doute faire avec autant, voire moins, parce que la forêt en souffre, mieux. Et donc là où on va se retrouver, c'est plus de bois d'œuvre. Aujourd'hui, vous avez à peu près 25% de la récolte française qui part dans des produits à longue durée de vie. Chiffre ADEME. On peut discuter après à plus ou moins 3%. Mais 25% qui va dans des produits à longue durée de vie. Nous, on pense qu'il faut augmenter. Il faut clairement augmenter. Alors, comment on fait pour augmenter? Eh bien, tout en gardant les stocks. Premier élément de réponse sur le Douglas. Moi, je pense au contraire qu'il faut allonger les termes d'exploitabilité. Parce que contrairement à ce que j'ai entendu, non, c'est pas évident que les vieux Douglas meurent. On travaille avec beaucoup de gestionnaires. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Et on peut essayer de tirer le Douglas un peu plus longtemps. L'intérêt, c'est que plus les Douglas sont gros, plus vous pouvez en faire du bois d'œuvre. C'est mécanique. Donc ça, c'est le premier élément, sur le Douglas. Le deuxième, c'est sur les feuillus de qualité secondaire. Qu'aujourd'hui, c'est tous ces peuplements qu'on va raser un peu par anticipation, parce qu'on a des arbres un peu tordus, sur lesquels, effectivement, on n'a pas forcément les scieries derrière, ou qui partent en Chine, qui est un vrai sujet. Là, je pense que la réponse à apporter, c'est pas d'abandonner la bataille, c'est comment on fait pour arrêter l'hémorragie dans les petites et moyennes scieries de feuillus. Et ça, nous, c'est aussi un combat qu'on partage. Comment on fait pour remettre des petites et moyennes scieries de feuillus? Comment on fait effectivement pour créer de la valeur ajoutée? Et le marché, il existe. Allez au Leroy Merlin ou Castorama. Il y a des planches d'épicéa flasheuses, 90 €. Alors c'est certifié, mais ça vient d'Italie. Et les gens les achètent. On peut arriver à produire du bois local. Le parquet, par exemple, qu'on a utilisé pour le bureau de canopée, il vient de Tailly-de-Châtaignier, qui a été scié par la scierie Coste, 18 € le mètre carré. On pourrait même le vendre à 25. Donc il y a un marché. Hier, on est passé sur le stand des coopératives. La coopérative Bois et Forêt de l'Est a racheté une scierie de feuillus pour commercialiser justement du hêtre, et notamment du hêtre dépérissant. Allez voir sur leur stand. C'est génial, on peut en faire des choses. Et pour moi, le sujet, il va être là. Il va être de se partager la valeur ajoutée, d'avoir plus de bois à longue durée de vie, de mieux payer les gens. Et ça aussi, moi, je veux en dire un mot. C'est-à-dire que on se bagarre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mieux payer les ETF. C'est-à-dire que si on veut du boulot de qualité, les entreprises de travaux forestiers, si on veut du boulot de qualité en forêt, il faut le payer. Si on veut à un moment attirer des jeunes, il faut que ce soit des métiers passionnants et bien payés. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous, on défend. Et je finis là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, la moitié des aides publiques, elle va au bois énergie. D'accord ? Et je pense qu'il serait intéressant que ces aides elles soient réorientées vers l'amont, justement, vers la forêt, vers les scieries, vers les ETF. Et parce que ce n'est pas évident, le bois énergie. Ce qui est en train de se développer, je boucle, parce que j'ai eu un jour de parole, c'est fini après. On est en train de créer beaucoup plus de grosses usines à bioénergie, notamment pour faire des biocarburants à base de bois, pour faire voler les avions. Voilà, ça c'est un fait. On est en train de faire ça. Ce n'est pas de la bonne substitution, ça. Par contre, je préfère que cet argent, on l'utilise pour sauver les scieries. Et que ça ne veut pas dire de ne pas faire de bois énergie, mais ça veut dire de garder ce couplage. Plus de bois d'œuvre, ça va générer du bon bois énergie, on se reviendra, mais pas créer des usines à bois énergie. Ok, merci Sylvain Angerand. Alors, il y a au moins un point sur lequel on est d'accord, Monsieur Angerand, c'est le point des ETF. Et s'il y a une chose sur laquelle je voudrais qu'on soit d'accord en sortant de cette salle, c'est le respect du travail en forêt. Et si j'insiste sur ce point-là, c'est parce que nous, CFBL, nous avons été victimes de 6 attentats qui ont détruit des porteurs forestiers, qui ont détruit des récolteuses. Et je pense, j'assume le fait qu'à certains moments, le fait d'avoir eu des discours qui étaient des discours qui divisaient n'étaient pas des discours qui étaient porteurs. Ce qu'il faut chercher, c'est chercher les bonnes solutions pour les propriétaires forestiers, pour la filière bois, mais ne pas chercher à faire des actions qui sont des actions de buzz,
qui vont diviser les gens les uns contre les autres. Et en faisant ça, je vous regarde dans les yeux parce que je pense que ce n'est pas bon. Et lorsque moi, j'ai eu mes chauffeurs de porteurs, ou lorsque je les ai appelés après des attentats, et les attentats, je ne dis pas que c'est vous, de façon à ce que les choses soient claires. En revanche, je dis que le discours qu'à certains moments vous véhiculez au travers de vos vidéos incite des gens qui ne sont pas sains à avoir, et ce n'est pas vous encore une fois, à avoir des attitudes qui vont détruire le travail en forêt, qui vont détruire l'âme, le sens du travail en forêt. Il est important que nous respections les gens qui travaillent en forêt, que nous respections le matériel qui travaille en forêt. Il est important que dans nos discours, nous ayons un discours positif les uns pour les autres. Et ça, si cette conférence, elle pouvait arriver à cela, j'en serais très, très heureux. On ne peut être que d'accord avec cette proposition. Donc, je peux réagir quand même, parce que de toute façon, où ça viendra par la salle. Voilà. Il était prévu, et donc on peut le tenir, une bonne dizaine de minutes de questions-réponses. Il y a un micro qui est là, qui est déjà dans une main, et on va voir où se lève la première main. Elle est là-bas au milieu. Si vous pouvez vous mettre debout pour poser votre question. Et vous vous présentez, que l'on sache qui vous êtes. Christophe Chauvin pour ProSilva, puisque Jean-François Dott nous a tout à fait interpellés. Et c'est tonique, on sait que la science est faite de controverses. Alors, tu parles déjà de 15% de forêt en structure irrégulière. Moi, je dis 100% de la surface forestière française peut être traitée dès aujourd'hui en structure irrégulière, parce que c'est une approche, ça n'est pas une structure. Et cette approche, on va être tous obligés de la voir, parce qu'il y a des trous partout qui sont en train d'arriver, qu'on est obligé de le faire avec ce qui se fait, comme on a eu l'habitude de le faire en montagne, dans des forêts particulièrement perturbées. Donc de toute façon, le modèle montagnard, il va quelque part s'imposer, et la question, c'est de voir comment le réguler. Et ça peut inclure évidemment des coupes plus fortes ici ou là, parce que la nature nous l'impose. Mais on n'a pas la peine de presser la machine. Voilà pourquoi je pense qu'on reste dans cette optique-là. Le deuxième point, c'est les publications. Alors évidemment, les publications, la science est faite de controverses dans un objectif de progrès. Elle n'est pas faite d'oukases pour bloquer les choses. Et je pense que dans les citations, les publications que tu cites, elles mettent en évidence des risques. Eh bien, j'espère que la recherche va continuer à travailler pour voir comment limiter ces risques dans une approche qui, de toute façon, va s'imposer. Et donc, voir comment, enfin, M. Say nous l'a expliqué aussi, on peut introduire des gènes nouveaux ici et là, selon les perturbations que l'on reçoit. Je vais m'arrêter là, simplement. Merci. Autre question? Elle est où? Là, devant. Bonjour, Paul-Henri Merle, propriétaire forestier à côté d'Autun. Si vous voulez vous lever. Voilà, je me lève. Juste une question, équilibre forêt-gibier. Quand est-ce que le forestier reprend la main? Et quand est-ce que l'État va à nouveau réécouter les forestiers? Ben, l'État n'est pas là. Il y avait un ministre hier. Est-ce que dans tout... Il est chasseur lui-même. Mais on sait que le gros gibier, c'est une problématique à la fois pour les forêts, mais aussi pour un certain nombre d'agriculteurs. Alors, une réponse de propriétaire d'abord. Chantilly, c'est une forêt qui a été conçue pour la chasse. C'est le nôtre qui a tracé les allées. Et si on a aujourd'hui une forêt, c'est pas parce que les Condé, les Daumal et tous les autres pendant 1000 ans s'intéressaient à la production de bois, c'est parce qu'ils s'intéressaient à la chasse. Ça fait partie du patrimoine. On a des populations monstrueuses de grands gibiers et on a les trois. Et on a été obligé de clôturer. Comment on arrive à essayer
de sortir de la situation et de sortir les clôtures. Là, je vais faire de la pub pour une méthode. C'est la méthode Brossier-Palu, c'est la méthode de la chasse à la traque affût, et on a recruté, il était ici hier, certains l'ont vu, on a recruté l'un des meilleurs techniciens du sujet, c'est Christophe Launay, qui est devenu directeur technique forêt, et qui en plus est un excellent forestier. Et l'idée maintenant, c'est de garder des niveaux élevés de population de gibier, alors grands gibiers, grands animaux, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est les grandes pattes et puis c'est les groins, en leur donnant à manger de façon à ce qu'ils aient le ventre plein avant d'aller bouffer nos régénérations naturelles et nos plants en plantation. Ensuite, c'est d'avoir une chasse intelligente, parce que quand on fait de la méthode de traque à fût, avec 1,2 balle, on tue un animal, alors que quand on fait de la battue, il en faut 5 ou 6. Et ensuite, on va même un peu plus loin, on a 5 à 600 hectares sur la forêt où on se dit que, vu l'état des sols, au départ, on n'aura plus de forêt. Pourquoi on ne ferait pas une immense... Qu'ils y aillent. Qu'ils y aillent. S'il y a quelques loups qui peuvent venir, mais qu'ils y viennent, on met nos chasseurs autour. Et si on peut mettre un peu de viande extrêmement saine dans les cantines des écoles, ce serait pas mal aussi. Donc moi, je crois beaucoup à l'idée de non pas demander à l'État de reprendre la main. Je me méfie toujours quand on demande à l'État, quand les grenouilles demandent un roi, ce n'est pas forcément génial. Si on peut se débrouiller entre nous, et je précise, je ne sais pas s'il y a des gens de France-Silva qui sont là, qu'on travaille, je dis ça parce que les relations excellentes entre Antoine Damécourt et le président de la Fédération nationale des chasseurs sont connues. Nous, on travaille avec Harley Defauve et on travaille en bonne intelligence avec le monde de la chasse. Et parmi nos 350 bénévoles, on a des chasseurs à courre, on a des chasseurs à tir et on a les gens d'Abolissons la vénerie aujourd'hui. Mais comme on les met à faire des prélèvements d'échantillons, il y en a un qui tient la pelle, l'autre qui tient le sac, qui met la terre dedans pour faire les échantillons à l'INRA, et pendant ce temps-là, du moment qu'ils remplissent les sacs, ensuite ils peuvent discuter. Et ça se passe très très bien. Le micro à Sylvain Angeran. Je vais me faire router aussi, parce que moi je pense qu'on a un sujet chasse, effectivement. On a un sujet chasse, et justement c'est là où, en tant que représentant d'une association écologiste, on peut aider. Et on l'a proposé au ministère de l'écologie. Oui, aujourd'hui, il faut faire de la chasse de régulation. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Hervé, mais je le partage largement. Ça se gère sur le terrain. Redonner effectivement beaucoup plus de pouvoir à la négociation entre chasseurs et forestiers de terrain, un peu moins au fait des chasses. Je pense que le problème il vient de là. On pourra en parler à la bière. Et vraiment se fixer de la régulation. Et, c'est là, il y a aussi des fois des bêtises. Par exemple, le jet. Le jet, donc vous parliez, premier planteur de France, est aujourd'hui sur la liste des espèces nuisibles. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est des choses dont il faut parler. Peut-être que ça, il y a un sujet sur lequel il faut avancer. J'en profite un peu sur la même chose, c'est-à-dire que, oui, effectivement, alors déjà, clairement, nous, on ne cautionne pas aucune forme de violence, qu'elle soit physique, psychologique, dégradation de machines, et on s'est appelé, M. Seb, pour en parler. Je dis Lionel parce qu'on s'est appelé pour en parler personnellement aussi, c'est important, sur ces sujets-là. Comme j'ai pu appeler des fois le directeur de l'ONF en Ile-de-France, passer beaucoup de temps là-dessus. Ce n'est pas nos méthodes. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que ça existait avant Canopée ? Oui, il y a eu des incendies d'engins. Est-ce qu'il y en a eu plus ou moins ? Faisons des études, discutons-en. Mais demain, vous retirez Canopée. Est-ce que ça va s'arrêter ? Regardez ce qui s'est passé hier. Apparemment, il y a eu des gens qui ont bloqué le salon alors qu'on était là. Rien à voir. Est-ce que c'est Canopée qui provoque ça ? Non. Nous, alors après, on va être d'accord ou pas, mais nous, on est un... Et nous, en fait, ce qu'on propose, c'est un moyen de canaliser cette colère. Et que les gens, plutôt qu'ils prennent des briquets, ils prennent leurs plumes, leurs plus belles plumes, qu'ils appellent leurs députés et qu'ils leur demandent de changer les lois. Et ça, pour nous, c'est vraiment, 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 vraiment essentiel. Oui, juste un mot pour réagir à ce que tu viens de dire, Sylvain. J'entends tout à fait, tu parles pour Canopée. Je voudrais juste vous parler de ce qu'on appelle le djihadisme d'atmosphère. C'est un concept qui a été forgé par Gilles Kepel, qui est un expert de ces sujets, qui a expliqué comment la dernière génération d'attentats
issus de la sphère islamiste, n'ont évidemment pas été commandés par les centres de pouvoir du Proche-Orient. Il n'y a même pas eu de relais. C'est juste des gens qui se sont autosaisis à partir d'une atmosphère intellectuelle générale qui était basée sur la propagation d'un certain discours. Et moi, je pense que de ce point de vue, Sylvain, la question de Lionel reste pertinente. Évidemment qu'aucun de nous, je crois, n'accuse à Canopé d'être à l'origine de ces manifestations violentes que j'appelle, moi, de l'écoterrorisme. La question, c'est qu'on est tous, par les positions qu'on prend sur la scène publique, d'une certaine façon, responsables des suites qui peuvent en être tirées par des individus isolés qui ne représentent pas forcément quelque chose par eux-mêmes. Donc je pense quand même que la question reste posée. J'en prends ma part en ce qui me concerne, mais je pense que Canopé est aussi très concerné compte tenu de l'importance de votre communication médiatique, de votre rayonnement grand public et de l'efficacité de cette action que vous avez. Donc je pense que efficacité, présence médiatique, ça va aussi avec responsabilité vis-à-vis de dérives sociales dans lesquelles vous n'avez effectivement pas de responsabilité directe, je suis d'accord. Mais c'est tout le problème d'une société qui est partagée entre la charge émotionnelle qui s'exprime de différentes manières et puis les arguments rationnels qui, en face, ont du mal à exister. Amélie Castro, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Alors, moi ce que je voudrais dire, c'est que avant le poste que j'occupe actuellement, qui est plutôt sur les documents de gestion durable, j'ai été pendant 17 ans responsable des questions environnementales. Et moi, je voudrais dire que j'ai senti monter une certaine hostilité et un discours de plus en plus clivant dans les dernières années. Donc, j'ai laissé ce poste-là il y a 2 ans. Et je suis d'accord avec Jean-François, ça participe d'une ambiance et d'un discours ambiant sans qu'il y ait des accusations... bon, il y en a parfois des accusations personnelles, mais sans qu'il y ait vraiment de mots d'ordre. Il y a quand même une ambiance et il y a quand même une violence dans les termes des discours qui a augmenté. Ça, c'est indéniable. Enfin, pour avoir participé à des réunions de concertation, Natura 2000, etc., depuis pendant 17 ans, moi je l'ai senti venir. Et le problème, c'est que même quand on dénonce une pratique, ce qui est ressenti par la société, c'est pas forcément la pratique, parce que les gens lambda, ils sont pas forcément capables de reconnaître la pratique. Donc, en fait, je parle par exemple des coupes. Donc, on a vilipendé une forme de coupe. Mais les gens, ce qui traduisent, c'est que toutes les coupes sont mauvaises. Donc, en fait, il y a un discours qui échappe même à ces auteurs, qui se répand et qui va aller, on va dire, même de façon certainement contre-productive par rapport à certaines volontés, par exemple, d'augmenter les scieries, parce que le moindre projet de scierie, il est contesté par tout le monde, parce qu'on coupe des arbres et que c'est pas bon. Et la restauration d'une compréhension entre les forestiers qui, en plus, je veux dire, sont confrontés à des défis techniques quand même très importants et qui sont obligés de dépenser beaucoup d'énergie pour expliquer des choses qui, il y a 20 ans, ne posaient de problème à personne, mais ça, c'est quand même un chantier qui va être très important, parce qu'effectivement, si on veut remonter les scieries feuillues ou mieux payer les ETF, il faut que les ETF ils aient une place dans la société, dans l'esprit des gens, qui soit valorisé. Si on veut attirer des jeunes, il faut que le métier soit un beau métier. Métier attractif. Voilà. Bon, il faut Alors, effectivement... Si vous me permettez juste une seconde, je fais alors, un tout petit peu de publicité. Alors, 5 secondes. Oh, c'est 5 secondes. J'ai laissé quelques exemplaires de notre revue Forêt Innovation sur Forêt et Société, qui essaie de se poser la question de comment se fait cette rupture de dialogue et comment on peut la remonter. Je vous invite à vous servir. Voilà. Voilà. Comment Merci à vous 5. On a vu que le dialogue était possible. On a vu que ce n'était pas facile d'arbitrer entre tous les rôles de la multifonctionnalité de la forêt, qu'il fallait trouver des points d'équilibre. Ce sera l'occasion dans 4 ans, sur le prochain Euroforest, d'en reparler. Merci à vous et à bientôt.